Il n'y a pas de lit pour vous, lui ont-ils dit. Et pourtant, Thomas ne demandait rien d'extraordinaire. Il voulait juste qu'on l'écoute. Il avait tout donné pour son pays. Et maintenant, alors qu'il crachait du sang, on faisait comme s'il n'existait pas. L'ancien hôpital du quartier ressemblait à un bâtiment oublié, des briques sales, des néons qui clignotaient, des chaises métalliques qui grinceraient au moindre mouvement. Il était presque 23 heures quand Thomas franchit la porte, lentement, une main sur les côtes, l'autre tenant un vieux sac rafistolé. Il toussait, respirait mal. Mais ne disait rien. Il avait appris à faire avec. Il avait 67 ans, la peau foncée marquée par le soleil, et une vieille casquette militaire délavée. Personne dans la salle d'attente ne savait qui il était. Pour les autres, c'était juste un vieux malade de plus. Thomas regarda autour de lui. 2 ados se plaignaient de douleur, une femme enceinte avait les larmes aux yeux, et derrière le guichet, une infirmière était plongée dans son écran. « Votre nom » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Thomas Gutiérrez. »« J'ai des douleurs dans la poitrine et j'ai du mal à respirer », répondit-il d'une voix rauque. Elle tapa quelques touches, fronça les sourcils. « Vous avez une assurance ?» Thomas hésita. « Non. »« Mais j'ai ça », dit-il en sortant une vieille carte de vétéran de sa poche. Elle la regarda vite fait et haussa les épaules. « Allez vous asseoir. On vous appellera. » Il hocha la tête, alla s'installer dans un coin. Son dos lui faisait mal. Ses jambes tremblaient. Il toussa encore, cette fois avec du sang. Personne ne vit rien. Le temps passait. 1 heure. 2. 3. Thomas tenta de se reposer, mais son souffle restait court. Il fermait les yeux, essayant de ne pas penser à la guerre, aux années qui avaient suivi, aux douleurs qui ne partaient jamais. Des souvenirs flous lui revenaient, les champs désertiques, la fumée, les lettres sans réponse. Vers 2h30, une jeune médecin sortit de la zone de triage avec une tablette. Elle s'arrêta en le voyant. « Monsieur Gutiérrez ?» Il entr'ouvrit les yeux. « Oui, c'est moi. Il n'y a pas de lit disponible. Seuls les cas graves sont pris cette nuit. Mais, je n'arrive plus à respirer. Et je crache du sang. » Elle soupira. « Sans assurance et sans pronostic vital engagé, on ne peut pas vous hospitaliser. Essayez une clinique de quartier. »« Je n'ai pas les moyens, » murmura-t-il. Elle le regarda une seconde. Puis tourna les talons. Il resta assis, le regard vide. Son torse brûlait. Il serra sa carte de vétéran si fort qu'elle se froissa. Une vague de honte et de colère le submergea. Il avait servi son pays. Et voilà comment ce pays le remerciait. Personne ne semblait remarquer qu'il était là. Il était un peu plus de 3 heures du matin. La salle d'attente s'était vidée. Un vieux couple dormait côte à côte sur 2 sièges, et un agent de sécurité s'ennuyait en sirotant un café trop clair. Les publicités à la télé passaient sans son. Le monde tournait au ralenti. Thomas ne toussait plus. Non pas parce qu'il allait mieux, mais parce qu'il n'avait plus la force. Sa respiration était courte, sifflante. Chaque inspiration semblait tirer sur un fil invisible qui menaçait de casser. Il s'était penché légèrement sur le côté, le regard fixe, les bras lourds. Il luttait pour rester là, pour ne pas sombrer. Une jeune médecin sortit d'un couloir, une tablette dans les mains. Elle regardait la liste des patients encore en attente, les sourcils froncés. Puis elle leva les yeux. Et vit Thomas. Quelque chose dans sa posture l'alarma. Elle s'approcha d'un pas rapide. « Monsieur ? Est-ce que vous m'entendez ?» Il tourna légèrement la tête. « Je crois que je suis en train de partir, » murmura-t-il. Elle posa 2 doigts sur son poignet. Le pouls était faible. Elle jeta un coup d'œil à ses lèvres, bleutées. Cambrioleur ou pas, assurance ou pas. Ça, c'est une urgence, dit-elle tout bas, plus pour elle-même. Puis, elle se redressa. À l'aide. Camilla, tout de suite. 2 infirmiers accoururent. En quelques secondes, Thomas fut placé sur une civière. Il ne comprenait plus ce qui se passait, les lumières devenaient floues. Il n'entendait que des bribes de mots, respiration, monitoring, urgence. Mais il sentit une main se refermer sur la sienne. « Je suis là, monsieur Gutiérrez. Tenez bon. Vous n'êtes pas seul. » Dans la salle des urgences,
ils le connectèrent à un moniteur. L'une des infirmières sursauta en voyant les constantes. Il aurait dû être pris en charge il y a des heures. La médecin acquiesça, le regard sombre. Si quelqu'un avait juste pris le temps de le regarder. Pendant qu'il travaillait, un jeune homme en sweat à capuche dans la salle d'attente dégaina son téléphone. Il avait tout filmé discrètement, le vieil homme seul, la médecin courant vers lui, l'agitation soudaine. Il posta la vidéo sur TikTok avec la légende. Un vétéran laissé à l'abandon dans une salle d'urgence. Merci à la médecin qui a réagi. Partagé. Le téléphone vibra presque instantanément. 10 vues. Puissant. Puis 5000. Au bloc, Thomas luttait encore. Il ne parlait plus. Il revivait des fragments de sa vie, le sable chaud sous ses bottes, le regard de sa femme, le rire de sa petite fille, les nuits silencieuses avec ses douleurs. Et dans ce brouillard, une voix douce persistait. Tenez bon. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour partir comme ça. Dans la pièce à côté, la médecin s'assit une minute, les mains tremblantes. Elle se sentait en colère. Contre le système. Contre l'indifférence. Contre elle-même pour ne pas avoir vu plus tôt. Elle regarda le dossier de Thomas. Puis, décida de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il aille mieux. Car ce soir-là, elle avait vu bien plus qu'un patient. Elle avait vu une société malade du silence. Au lever du jour, la vidéo avait dépassé les 10 000 vues. Elle avait d'abord été partagée par des comptes de quartier, puis relayée par une journaliste locale influente. Le titre disait « Un vétéran ignoré par l'hôpital jusqu'à ce qu'une médecin intervienne ». Dans les commentaires, la colère montait. C'est une honte. Voilà comment on traite ceux qui ont servi le pays. Et s'il n'y avait pas eu cette médecin, il serait mort sur cette chaise. Mon oncle a vécu la même chose. On n'en parle jamais. Dans un bureau de l'hôpital, la directrice de la communication montra la vidéo à Mario, le chef des urgences. C'est en train d'exploser. La vidéo tourne partout. Les gens veulent des réponses. Mario, fatigué, secoua la tête. Il nous manquait plus que ça. Ce type avait pas de dossier complet. On n'est pas en tort. Il y a une vidéo, Mario. Et elle parle d'elle-même. On diffuse un communiqué, nous enquêtons, nous sommes préoccupés, blabla. Et personne ne dit un mot à la presse. Mais dehors, la réalité échappait déjà à leur contrôle. Des vétérans, des associations de citoyens, des proches de patients commençaient à commenter, partager, interpeller. La petite fille de Thomas, Lucia, découvrit la vidéo sur son téléphone entre deux cours à la fac. Elle la regarda 3 fois, les mains tremblantes. Elle appela sa mère. Puis le service hospitalier. Et quand elle apprit que son grand-père était en soins intensifs, elle fonça à l'hôpital. Là-bas, la médecin qui avait sauvé Thomas subissait un entretien disciplinaire. Vous avez pris des décisions hors protocole, dit un supérieur. Parce que personne ne faisait rien. Ce monsieur allait mourir là, dans le silence. Vous appelez ça de la médecine? Faites attention à ce que vous dites. Non. Faites attention à ce que vous tolérez. À l'accueil, Lucia demanda à voir son grand-père. Je suis sa famille. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Une infirmière la conduisit jusqu'à sa chambre. Thomas dormait, les machines bipant doucement autour de lui. Lucia s'assit, prit sa main. Je suis là, Abuelo. Tu n'es plus seul. Au même moment, la vidéo dépassait les 50 000 vues. Des médias nationaux la reprenaient. Sur les plateaux télé, on débattait. Comment un vétéran peut-il être ignoré comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos hôpitaux? Un journaliste se rendit devant l'hôpital pour tenter d'interviewer un responsable. La sécurité l'en empêcha. Mais les caméras captèrent les échanges. Cela renforça l'impression que l'établissement avait quelque chose à cacher. Le soir, un rassemblement spontané s'organisa devant l'hôpital. Bougies, pancartes, justice pour Thomas, un lit pour chaque vie. La médecin sortit discrètement pour les observer. Une femme âgée s'approcha d'elle. C'est vous, n'est-ce pas? Celle qui ne s'est pas détournée? La médecin hésita, puis hocha la tête. Alors merci. Vous nous avez redonné un peu d'espoir. Dans la chambre 214, Thomas se réveilla. Il tourna la tête, vit Lucia. Elle sourit en larmes.
Tu es devenu célèbre, Abuelo. Il cligna des yeux. Pour avoir failli mourir dans une salle d'attente? Non. Pour avoir survécu. Et pour ce que tu représentes maintenant. Il serra sa main. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'on l'avait vu. Vraiment vu. Et pendant que le monde découvrait son histoire, quelque chose s'était brisé dans le silence. Et c'était peut-être le début d'un grand changement. Le ministère de la Santé annonça une enquête officielle. 3 jours plus tard, une équipe d'inspecteurs arriva à l'hôpital. Ils portaient des dossiers, des badges temporaires et un air neutre. On leur ouvrit une salle de réunion, on leur servit du café, et Mario, chef des urgences, les accueillit avec un sourire tendu. « Nous coopérons pleinement, dit-il. Ce qui est arrivé nous inquiète autant que vous. » C'était faux. Ce qui inquiétait Mario, c'était de voir son nom apparaître dans un rapport public. En coulisses, il avait déjà ordonné à son équipe de modifier les fiches d'admission, d'effacer toute trace de retard. Certains obéirent sans discuter. D'autres le firent à contre-cœur. Une infirmière qui refusa fut immédiatement mutée dans un autre service. La docteure Ortega, quant à elle, fut déplacée discrètement du service des urgences à la pédiatrie de nuit. Officiellement, c'était temporaire. Officieusement, c'était une punition. Elle ne protesta pas. Elle savait ce que ça voulait dire. Mais elle n'était pas seule. Dans les couloirs, des regards complices, des mots chuchotés, des post-it anonymes glissés dans son casier, « Merci d'avoir parlé. Tu n'es pas seul. » Pendant ce temps, les inspecteurs interrogeaient le personnel. Beaucoup restaient vagues. Mais une jeune infirmière, Elena, raconta tout. « J'ai vu ce monsieur. Il toussait du sang. J'ai prévenu mon superviseur. Il m'a dit qu'on avait d'autres priorités. Puis j'ai regardé ailleurs. Et je le regrette. » Les enquêteurs prirent note. Ils lui demandèrent de revenir pour une déposition complète. Le soir même, son casier était forcé. Son uniforme couvert d'encre rouge. Le lendemain, elle se présenta quand même, dossier à la main, le regard droit. La structure de l'hôpital commençait à craquer. Certains cadres envisageaient leur démission. D'autres tentaient de sauver leur réputation. Un bruit courait, le ministre viendrait en personne. Thomas, lui, continuait sa convalescence. Chaque jour, des lettres, des fleurs, des dessins d'enfants. Sa petite fille venait le voir, lui lisait les messages de soutien, les témoignages d'autres vétérans ignorés eux aussi. « Je ne comprends pas. Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-il un jour. « Oui. Parce que cette fois, on t'a vu. Et on ne t'oubliera pas, » répondit Lucia. Devant l'hôpital, des tentes apparurent. Des vétérans de tout le pays campaient en silence. Pas de slogan. Juste des drapeaux pliés, des photos, et des regards fatigués. Ortega sortit un soir les saluer. Un vieil homme, barbe blanche et yeux humides, lui dit « Vous avez fait ce que nous n'avons jamais osé. Merci. » Pour la première fois, elle pleura. L'hôpital tenta de se défendre. Il transmit à la presse un faux rapport prétendant que Thomas avait été pris en charge rapidement, qu'il exagérait. Cela fit l'effet inverse. Les réseaux explosèrent. Ils osent le blâmer? Honteux. Tout est sur vidéo. Des journalistes indépendants publièrent une enquête, Thomas Gutiérrez, le dossier qui fait trembler l'hôpital. Témoignages, documents internes, enregistrements. Résultat, le directeur démissionna. Mario fut suspendu. Ortega fut réintégré. Et reçut une lettre de reconnaissance du ministère. À l'entrée de l'hôpital, on installa une plaque. En hommage à Thomas Gutiérrez, pour nous avoir rappelé que la dignité ne se négocie pas. En fauteuil roulant, il était là, accompagné de Lucia et de la docteure Ortega. Quand les applaudissements cessèrent, il murmura. « Si ça a servi à quelque chose, alors ça en valait la peine. » « Et ce n'est que le début, » répondit Lucia. Car la lutte ne faisait que commencer. L'enquête ministérielle, d'abord annoncée avec sérieux dans les médias, prit une tournure beaucoup plus vive dès l'arrivée des inspecteurs à l'hôpital. Ce n'était plus un simple contrôle administratif, c'était une opération de sauvetage de crédibilité. Les autorités savaient que toute erreur supplémentaire serait exploitée publiquement. Et les journalistes guettaient. Les enquêteurs ne perdirent pas de temps. Ils inspectèrent les plannings,
les rapports d'admission, les relevés de caméra. Ils exigèrent des témoignages écrits et oraux. L'ambiance dans l'hôpital devint lourde. Certains employés évitaient de croiser les inspecteurs, d'autres murmuraient dans les couloirs, « Tu crois qu'ils vont virer Mario ?» Ils ont interrogé tout mon service ce matin. Mario, lui, tenta de garder la face. Il organisa des briefings de crise, rappela les chefs d'équipe et imposa un mot d'ordre, pas un mot à la presse. Coopérer mais ne surinterpréter rien. Il était tendu. Il ne dormait plus. Il savait que certains avaient parlé. Il ignorait lesquels. Pendant ce temps, la docteure Ortega continua à travailler ses gardes de nuit en pédiatrie. Loin des projecteurs, mais pas du mouvement. Elle recevait chaque jour des lettres, des messages anonymes, des remerciements. Et aussi des appels. Des journalistes, des ONG, des associations de soignants. Tous voulaient lui parler. Un soir, elle accepta une interview, à visage découvert. Ce fut diffusé sur une chaîne d'infos en continu. Elle y raconta calmement les faits, expliqua son choix de ne pas se taire, et termina par une phrase simple. « Je ne suis pas une héroïne. Juste une médecin qui a fait son travail. » Cette phrase fit le tour des réseaux. À la maison, Thomas regardait l'interview depuis un fauteuil roulant, un plaid sur les genoux. Il souriait faiblement. Lucia filma sa réaction et posta un extrait sur TikTok, « Mon grand-père regarde celle qui lui a sauvé la vie. » Le clip fit 1 million de vues en une nuit. Devant l'hôpital, la mobilisation s'amplifia. Les tentes des vétérans devinrent un camp organisé. On installa des tables, des panneaux informatifs. Des médecins bénévoles vinrent proposer des consultations gratuites. Chaque soir, des bougies formaient le mot « dignité ». Le ministre de la Santé lui-même finit par se présenter, accompagné d'une équipe et de plusieurs caméras. Il visita les installations, rencontra des patients et, en conférence de presse improvisée, déclara « Nous avons entendu la société. Nous allons agir. Ce n'est pas juste une affaire, c'est un signal d'alarme. » L'hôpital fut placé sous tutelle temporaire. Une commission indépendante fut créée pour superviser la réforme du service des urgences. Des millions d'euros furent débloqués pour améliorer les conditions d'accueil. Mais tout cela n'effaçait pas la douleur initiale. Thomas, malgré les soins et les attentions, restait marqué. Il avait survécu, oui. Mais il portait encore la blessure d'avoir été invisible. Un jour, un jeune soldat vint le voir. Il portait son uniforme avec fierté, mais les yeux pleins de larmes. « Je voulais vous dire merci. Votre histoire m'a ouvert les yeux. J'ai appelé mon père, aujourd'hui. Il est aussi vétéran. Et je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. » Thomas lui tendit la main. « N'oublie jamais ceux qui ont tout donné. Même si eux, on les oublie parfois. » Dans les semaines suivantes, des centaines de lettres affluèrent au ministère. Certaines racontaient des histoires similaires. D'autres exigeaient des changements. Des collectifs se créèrent, des campagnes virales débutèrent, des enseignants intégrèrent l'affaire Gutiérrez dans leurs cours sur la citoyenneté. Un projet de loi fut déposé. Il proposait des règles strictes pour l'accueil des anciens combattants, une meilleure reconnaissance des soignants lanceurs d'alerte, et des sanctions contre les hôpitaux n'appliquant pas les normes. Lucia fut invitée à la commission parlementaire pour témoigner. Elle y alla, le cœur battant, accompagnée de la docteure Ortega. Elle parla calmement, les yeux dans ceux des députés. « Je ne suis pas ici pour accuser. Mais pour vous rappeler que la dignité humaine ne doit jamais dépendre d'une carte d'assurance. » Silence total. Puis applaudissements. Thomas, de retour chez lui, suivait tout depuis un coin de salon. Il restait discret. Mais parfois, il recevait des appels, des invitations, des lettres. Un jour, il en reçut une très simple. Une carte postale. Dessus, un enfant avait dessiné un vieux monsieur avec une cape de super-héros. Au verso, était écrit « Merci, monsieur Thomas. Tu es mon héros. » Il sourit. Et comprit que ce combat silencieux avait fait bien plus que du bruit, il avait changé des vies. Le projet de loi fit l'objet de débats intenses. Certains y voyaient une avancée humaniste, d'autres dénonçaient une manœuvre politique. Mais ce qui faisait la différence, c'étaient les visages. Les histoires. Les vidéos de Thomas. Les paroles de Lucia. Et l'implication sincère de la docteure Ortega. Le texte fut voté à une large majorité. Pour la première fois,
les anciens combattants figuraient noir sur blanc dans un plan d'accueil prioritaire, sans condition. Il n'y avait plus de place au doute, ignorer un vétéran dans une salle d'attente, ce serait désormais illégal. Quelques jours plus tard, une cérémonie fut organisée au ministère. On y invita les personnes clés de l'histoire. Thomas s'y rendit, en fauteuil roulant, vêtu d'un costume prêté, propre, un pins tricolore sur le revers. À ses côtés, Lucia, rayonnante de fierté. Ortega, en blouse immaculée. Un ministre ému prononça un discours. Ce que vous avez traversé, monsieur Gutiérrez, ne devrait jamais arriver. Mais parce que vous avez survécu, parce que vous avez été vu, beaucoup d'autres ne seront plus oubliés. Thomas prit la parole à son tour. Sa voix était tremblante mais claire. Je ne suis qu'un homme. Un citoyen. Mais je veux que vous sachiez que le silence peut tuer. Et que parfois, un regard suffit à redonner la vie. Des larmes coulèrent dans la salle. Lucia, en coulisses, reçut une proposition, diriger une cellule d'écoute pour les familles de patients discriminés. Elle accepta. C'était son combat, désormais. Ortega, elle, devint porte-parole d'une commission médicale nationale sur l'éthique de l'accueil hospitalier. Ce n'était pas prévu. Mais cela semblait naturel. Thomas, de retour à la maison, retrouva ses habitudes. Il continuait ses soins. Écrivait parfois dans un cahier. Et chaque semaine, il recevait des enfants d'une école du quartier qui venaient lui lire des lettres de remerciement. Il ne cherchait plus à être vu. Mais il savait, désormais, qu'on le regardait autrement. Une dernière lettre arriva, manuscrite. Merci d'avoir montré qu'on peut se relever même quand on nous a tourné le dos. Merci d'avoir été là, même sans le vouloir. Thomas ferma les yeux et respira profondément. Et c'est ainsi que, sans bruit, il devint le symbole d'une société qui choisit enfin d'écouter ce qu'elle avait oublié. Le soir, devant l'hôpital, des vétérans de différentes régions s'étaient réunis pour une veillée. Certains étaient venus en silence, d'autres avaient apporté des photos de leurs anciens compagnons tombés dans l'oubli. On y récitait des noms, on racontait des souvenirs, on se serrait les coudes. Un journaliste indépendant diffusait en direct. Des spectateurs laissaient des commentaires. Ce n'est pas juste une histoire, c'est la nôtre. Je pleure. Mon père est mort comme ça, invisible. Merci à ceux qui ont refusé de se taire. À l'intérieur, Thomas, plus éveillé, recevait la visite d'un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Ancien du même bataillon. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais les regards disaient tout. À la fin, l'ami déposa sur sa table de chevet une médaille. Elle m'a sauvé la vie, dans un autre temps. Maintenant c'est à ton tour. Lucia entra peu après, les bras chargés de lettres imprimées. Elles viennent du monde entier. Espagne, Mexique, Colombie, même du Canada. Tu as touché des gens, Abuelo. Il ne répondit pas. Il fixait la médaille, ému. Je ne voulais rien de tout ça, murmura-t-il. Je sais. Mais parfois, l'histoire choisit les héros qu'on ne voyait pas. Dans une autre ville, une classe d'élèves de primaire dessinait des affiches en hommage à Thomas. Une institutrice leur avait montré son histoire, expliquant que l'on ne doit jamais ignorer ceux qui souffrent, même s'ils ne crient pas. Une affiche disait « Écoutez, c'est soigné ». Une autre « Merci, monsieur le héros fatigué ». À l'hôpital, un panneau fut installé dans la salle d'attente où tout avait commencé. Il portait un message simple. Ici, chaque vie compte. Même si elle ne parle pas fort. Thomas ne s'y rendit jamais. Mais il en vit une photo. Il détourna le regard, un peu bouleversé. Tu sais, dit-il à Lucia, tout ce vacarme, ça me dépasse. Peut-être. Mais regarde ce qu'il a construit. Et en effet, ce vacarme-là ne détruisait pas. Il bâtissait. Mais quelque chose restait en suspens. Les caméras allaient bientôt s'éteindre, les hashtags s'essouffleraient. Que se passerait-il après ? Qui veillerait à ce que ces promesses deviennent réelles ? Lucia le savait, il fallait aller plus loin. Et elle n'était pas seule. Des semaines ont passé. Les caméras sont reparties. Les journalistes ont couvert d'autres sujets. Les réseaux sociaux, autrefois inondés de messages de soutien, se sont remplis d'autres colères, d'autres hashtags. Mais l'histoire de Thomas, elle, n'a pas disparu. Chez lui, installé dans une chambre claire chez sa fille et sa petite-fille, Thomas réapprend à vivre. Chaque matin,
Il s'assoit devant la fenêtre, observe le mouvement du quartier, écoute les oiseaux. Il a toujours sa respiration fragile, son corps marqué, mais son regard est calme. Lucia, elle, est devenue le lien entre cette histoire et toutes les autres. Elle a fondé un collectif, Aucun héros oublié, qui documente les récits de vétérans invisibles. Chaque semaine, elle publie une vidéo, une lettre, un témoignage. Elle reçoit des centaines de messages. Ce n'est pas seulement pour Abuelo, dit-elle. C'est pour tous ceux qu'on n'a pas vus. Elle est invitée dans des écoles, sur des plateaux, dans des colloques. Elle parle avec émotion, mais sans colère. Avec conviction. Et avec la voix de quelqu'un qui sait que raconter, c'est déjà réparer. La docteure Ortega, elle, a été nommée référente dans une commission nationale pour l'humanisation des soins. Elle voyage, forme, écoute, réinvente. Elle n'est plus seule. Une nouvelle génération de soignants la suit. Ce que j'ai compris cette nuit-là, dit-elle un jour, c'est qu'on peut être médecin sans stéthoscope. Parfois, il suffit d'un regard. Et d'un choix. Thomas, lui, reçoit encore des lettres. De jeunes appelés, d'anciens frères d'armes, de soignants, d'adolescents. Certains l'appellent monsieur, d'autres Babuelo. Tous lui parlent avec respect. Un jour, il reçoit une lettre officielle. Le président de la République lui adresse ses remerciements pour avoir permis à une nation de se regarder en face. Il relit la lettre plusieurs fois. Puis il la range dans un tiroir, à côté de la médaille de son vieil ami. Il sourit. Et ne dit rien. Mais ce silence, cette fois, n'est pas de solitude. C'est de paix. Un matin, Lucia entre dans sa chambre avec un carnet. Elle s'assied. Dit, Abuelo. On m'a demandé de raconter d'autres histoires. Tu crois que je devrais? Il la regarde, longtemps. Oui. Mais pas seulement les miennes. Raconte celles qu'on n'écoute jamais. Et fais-le à ta façon. Lucia hoche la tête. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et c'est ainsi que cette histoire ne s'est pas arrêtée. Elle s'est transformée. En livre. En vidéo. En souvenir. En graine. Car chaque histoire compte. Et parfois, une seule suffit à réveiller un monde endormi. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirés de faits réels. Commentez, quelle partie vous a le plus touché? Partagez cette vidéo si vous pensez que d'autres doivent l'entendre. Prochaine vidéo, on l'a laissé dans le couloir, jusqu'à ce qu'un enfant reconnaisse son tatouage. Parce que la vérité commence toujours par une voix qui ose parler.